retrouver sur le plateau de la Place de l'Info. Vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Toute la semaine, nous allons parler santé et aujourd'hui, nous allons croiser ça avec la politique puisque nous recevons Bernadette Laclais, députée socialiste de la 4e circonscription en Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie de la commission des affaires sociales, donc la santé est un sujet que vous maîtrisez bien. C'est en tout cas un sujet majeur au sein de la commission des affaires sociales. Bon, on en reparle dans un instant, mais avant les titres du JT, avec vous, Pauline, bonjour. Bonjour Fanette. On commence avec un sujet qui dure, c'est le chômage des frontaliers. On va essayer de faire le point tout à l'heure dans le JT. Exactement, Olivia Boisson a tenté de faire le point, alors c'est un petit peu compliqué effectivement. Les frontaliers, donc les Français qui travaillent en Suisse, pour le moment, s'ils se retrouvent au chômage, eh bien, ils sont indemnisés par le Pôle emploi en France. Or, la France veut que ça change et voudrait que ce soit la Suisse qui, en fait, prennent ces indemnités de chômage. Au niveau de l'Europe, normalement, c'est la Suisse qui doit prendre, la Suisse va reverser de l'argent. Bref, c'est un petit peu compliqué, un sujet complet tout à l'heure dans le JT pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Bien, et puis un sujet un peu plus simple avec une belle victoire. Exactement, c'est du hockey. Sébastien Germain a vécu un beau week-end du côté d'Annecy. Ce sont les Chevaliers du Lac qui sont champions de France de D2. Ils étaient opposés à une équipe haut-savoyard également du Mont-Blanc. Alors les deux équipes se retrouveront tout de même l'année prochaine en D1. Il y aura même 4 clubs de Haute-Savoie et Haute-Savoie en D1 l'année prochaine. Bref, ça fait du bien d'avoir du sport qui fonctionne dans nos pays de Savoie. Merci beaucoup Pauline, on vous retrouve tout à l'heure pour le JT. Merci. Vous êtes bien sur le plateau de la Place de l'Info. Comme chaque lundi, nous parlons donc politique avec notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Bernadette Laclais, députée socialiste de la 4e circonscription de Savoie. Le mandat touche à sa fin. Les parlementaires, vous ne siégez plus là depuis quelques semaines. Quelle est l'ambiance ? Alors, on ne siège plus depuis effectivement le 21 février, donc déjà quelques semaines. L'ambiance est néanmoins studieuse pour un grand nombre d'entre nous, puisque nous continuons d'avoir un certain nombre de réunions ou de suivi de lois, puisque nous appartenons à différentes commissions ou missions. Et donc, nous sommes aussi beaucoup sur le terrain, bien évidemment. Donc, on continue de travailler. On l'a dit tout à l'heure, vous faites partie de la commission des affaires sociales. Alors, parmi les dossiers que vous traitez, il y a le sujet de la santé. Quels sont les gros dossiers qui vous ont marqué au cours de cette mandature sur cette question-là ? Alors d'abord, nous avons tous les ans la loi de financement de la sécurité sociale qui nous occupe pendant une grande partie du dernier trimestre de l'année. Le budget de la sécurité sociale, c'est un budget plus important que celui de l'État, donc c'est important, c'est la commission des affaires sociales qui est saisie au fond sur ce dossier. Donc beaucoup de travail à cette occasion-là. Et puis il y a aussi des textes concernant la santé ou qui sont proches de la santé, qui ont été examinés au cours de cette législature. Il y a eu en 2015-2016 la loi santé. Il y a eu la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Nous vivons beaucoup plus longtemps. C'est aussi une question. Et comment vivre plus longtemps en bonne santé ? Il y a également le texte relatif à la fin de vie et à tout ce qui est accompagnement à la fin de vie qui nous a mobilisés au cours de l'année 2015. Et puis la loi montagne pour nos territoires qui a aussi un volet relatif à l'accès aux soins. Qu'est-ce qui va changer sur l'aspect de la loi montagne dans le volet santé toujours ? Alors dans le volet santé, d'abord, nous nous sommes beaucoup mobilisés pour que la loi incite à la prise en compte de la spécificité des territoires de montagne. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas suffisamment le cas, même si dans la loi santé, déjà, nous avions ouvert la voie en soulignant que les territoires de montagne, par leur spécificité, c'est-à-dire la géographie, les difficultés d'accès, le climat, les pointes de saisonnalité, nécessitent de la part, entre autres, des services de l'État et des agences régionales de santé, un regard différent. Quand on parle par exemple d'accès en 30 minutes à un service d'urgence ou à un service de santé, 30 minutes en été ou 30 minutes en hiver en montagne, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc ces spécificités, il faut les prendre en compte. La spécificité aussi du climat. On ne peut pas considérer qu'il n'y a pas certaines périodes de l'année
des difficultés d'accès dans nos zones de montagne. Et ces difficultés d'accès, c'est vrai pour le patient qui doit se déplacer dans un service, c'est vrai aussi pour beaucoup de professionnels de santé qui continuent d'assumer à domicile un certain nombre de soins et pour lesquels les distances sont extrêmement longues. Et donc, j'ai été, comme certains parlementaires, mobilisée sur la question de la prise en compte, notamment de ce temps passé qui est nécessaire si on veut que les personnes puissent rester à leur domicile et être prises en charge de manière satisfaisante. Mais les professionnels de santé, pour un acte qui est rémunéré de la même manière, il faut bien évidemment que nous tenions compte du temps qu'il aura passé pour aller jusqu'à la personne qui doit être soignée. Sur l'application de ces différentes mesures, parce que la loi a été adoptée, en termes de calendrier, je suppose qu'il y a pas mal d'aménagements, de mise en route. Notamment sur cette question, par exemple, de l'accès aux soins et sur cette question de la rémunération des personnels, nous avons demandé un rapport qui devrait être rendu le 29 juin, c'est-à-dire un moment où se négocient aussi entre les différents partenaires les conventions qui permettent de traiter de ces questions de la rémunération des professionnels qui interviennent, notamment des professionnels libéraux. Sur la question, par exemple, de l'accès aux soins hospitaliers, nous sommes dans la phase de constitution et même maintenant de mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire. Donc nous tenions à ce que cette problématique soit aussi prise en compte à cette occasion. Et donc nous avons demandé, par exemple, que les schémas d'aménagement sanitaire traitent et prennent en compte la question, par exemple, dans les territoires où il y a des zones de montagne, dans les régions où il y a des zones de montagne, de prendre en considération ces questions d'accès aux soins pour les patients. Voilà, donc c'est je dirais, à la fois des mesures qui peuvent être des mesures dans d'autres textes, dans d'autres documents qui traitent de la question de l'accès aux soins. Et puis, il y a des décisions aussi qui devront se traduire au moment des lois de financement de la sécurité sociale par des décisions qui devront être complétées par le législateur ou qui seront négociées dans les conventions qui lient la CNAM, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, avec les professionnels. Tout ça, ça prend du temps. Vous êtes l'une des 150 députées les plus actives selon le site nosdéputés.fr, que ce soit en commission ou dans l'hémicycle. On parle beaucoup de démocratie, du travail parlementaire, etc. au cours de cette campagne. Il y a des parlementaires qui, voilà, c'est du travail, c'est technique, en commission, etc. Et c'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire parce que le travail parlementaire, il n'est pas toujours bien connu. On voit l'image à l'Assemblée nationale et on dit « Oh, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hémicycle ». Oui, mais le temps passé dans l'hémicycle, il n'est que la partie très visible de notre travail. En réalité, nous avons beaucoup de temps, effectivement, passé dans les commissions. Nous préparons aussi des amendements qui sont présentés ensuite. Donc il y a tout un travail que, je dirais, le grand public ne voit pas. Et puis il y a le travail au moment où on vient défendre et où il faut convaincre. Et ce qui est important dans le travail parlementaire, vous avez raison, c'est la présence, bien sûr. Elle est un élément d'appréciation du travail parlementaire. Mais moi, ce qui m'a le plus finalement réconforté dans les chiffres que vous citez de nosdéputés.fr, c'est le nombre d'amendements déposés et surtout le nombre d'amendements adoptés. Ce qui veut dire que le travail de parlementaire, le moment où on a le plus de satisfaction, le plus de fierté, c'est quand on est arrivé à convaincre, voire même au-delà de notre propre groupe politique, qu'il fallait adopter cet amendement. C'est là où véritablement nous avons une satisfaction. De la même manière, en tant que rapporteur, moi j'ai été 2 fois rapporteur au cours de cette mandature, une première fois sur le texte santé et puis une deuxième fois sur la loi montagne. C'est évidemment sur la loi montagne de pouvoir constater qu'on arrive à rassembler au-delà de notre groupe et au-delà de nos collègues qui sont peut-être le plus sensibilisés. Oui, d'ailleurs, la loi montagne, c'était quasi unanimité. Presque l'unanimité. Donc voilà, ça veut dire que ce travail que nous faisons en profondeur de convaincre, d'amener des arguments, de construire la réflexion, est à ce moment-là porteur, est à ce moment-là récompensé, si je puis dire les choses de cette manière. Mais il faut le faire savoir, parce que dans le dernier article que vous avez publié sur votre site, on peut lire que certains parlementaires travaillent sans faire assez de bruit.
Il faut faire du bruit pour être bon parlementaire. Non, mais dans le classement que vous évoquiez, je ne savais pas que vous alliez parler de ça, il y a les parlementaires présents, les parlementaires qui sont dans le nombre d'interventions que nous faisons aussi, soit en commission, soit à l'Assemblée nationale directement dans l'hémicycle. Il y a le nombre de questions que nous posons, le nombre d'amendements que nous déposons, le nombre d'amendements dont nous sommes initiateurs, le nombre d'amendements qui sont adoptés. Et puis, il y a le nombre de phrases que l'on peut écrire sur Twitter ou le nombre de publications sur Facebook. Et je reconnais bien humblement que je fais moins de ce côté-là que je n'en fais au niveau de l'avancée du travail parlementaire. Voilà, c'était ça l'allusion. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de la place de l'info avec Thierry Paulme pour la météo. Vous êtes toujours sur 8 Mont-Blanc. Vous êtes toujours sur 8 Mont-Blanc pour la place de l'info. Je suis toujours avec Bernadette Laclais, députée socialiste de la 4e circonscription de Savoie. Nous parlons politique et santé aujourd'hui. Et puis Thierry Paulme nous a rejoint pour la météo. Bonjour. Bonjour, Fanette. Alors, est-ce que le temps de ce week-end va durer ? Alors, dans l'état du week-end... Aujourd'hui, c'est pas trop mal. Voilà, aujourd'hui, c'était pas trop mal, mais dans l'état du week-end, pour les jours à venir, non. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura du mauvais temps, pas du tout. On a juste une petite dégradation ce mardi qui va donner surtout beaucoup de nuages. Quelques gouttes de pluie, on a mis un petit peu de gouttes de pluie histoire de dire, mais il se trouve que peut-être on n'aura rien du tout. Et en tout cas, plus on ira au sud, plus ce sera sec. Et puis pour l'après-midi, les éclaircies redeviendront majoritaires. La température sera en petite baisse, on va passer un petit peu dans un flux de nord, mais ça reste quand même agréable pour un début avril, 16 degrés. Et surtout, ça va remonter à partir de mercredi. Et le reste de la semaine sera pas trop mal, même si ce ne sera pas le plein soleil. Le week-end de Pâques s'annonce pas si mal que ça, en fait. Voilà, ce ne sera pas du grand beau temps comme ce week-end, ni chaud comme ce week-end, mais ce sera plutôt agréable. Bon, super. Merci beaucoup Thierry. Bernadette Laclais, on parle santé, donc pour la place de l'info, nous sommes en période de campagne pour l'élection présidentielle. Tous les candidats ont un point de vue sur la question de la santé. J'en cite quelques-uns. Plus d'ambulatoires dans les hôpitaux et de maisons médicales pour Emmanuel Macron, pour soulager un hôpital public jugé trop cher. Une assurance maladie à l'équilibre dans 5 ans avec un plan d'économie de 20 millions d'euros pour François Fillon. C'est peut-être même 20 milliards, je pense que j'ai fait une erreur en écrivant. Pour vous, quelle est la priorité ? La priorité, c'est que nous puissions construire un système qui soit véritablement préventif. Aujourd'hui, nous avons en France un système de santé qui est très envié dans le monde. C'est un système où, si vous tombez malade, vous êtes bien pris en charge et vous êtes bien soigné avec des personnels compétents et un système aussi de sécurité sociale qui est protecteur. Ce n'est pas le cas partout, ni en Europe, ni dans le monde. Donc c'est un système qui est assez regardé avec envie. Mais par contre, nous sommes avec malheureusement un système de prévention qui n'est pas assez développé. Donc la loi de 2015 qui a été promulguée en janvier 2016 a dans son titre premier déjà beaucoup de mesures de prévention. Et c'est déjà une évolution très positive. Il faut aller plus loin. Parce qu'évidemment, notre bien le plus précieux, c'est notre santé. On ne parle pas suffisamment de ces questions. C'est une très bonne chose que vous ayez souhaité le mettre finalement au cœur de cette semaine. Mais le mieux, c'est quand même d'éviter de tomber malade ou de tomber malade le plus tard possible. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter, mais il y en a que l'on peut éviter. Et tout ce que l'on peut éviter, eh bien, il faut pouvoir le plus tôt possible, faire en sorte de prévenir et donc aider aussi les jeunes à garder leur capital santé le plus longtemps possible. Voilà, c'est une exigence pour tout un chacun et c'est aussi une exigence sur le plan collectif. Alors, pendant le temps où on n'aura pas encore complètement ce système préventif, eh bien, il faut continuer bien sûr de garantir un système de santé qui protège bien. Donc attention parfois à ce qui peut être annoncé parce qu'il faut continuer de prendre en charge tous ceux qui sont malades, tous ceux qui connaissent des difficultés, voire même avec le vieillissement de la population, nous savons que nous aurons des pathologies à prendre et des accompagnements supplémentaires à faire. Donc il faut aussi faire en sorte que ce système soit pérenne et donc pour cela,
il faut aussi qu'il soit équilibré. C'est tout le travail qui a été fait durant cette législature, de revenir à l'équilibre sur le budget annuel de la sécurité sociale. Il faut continuer nos efforts, mais il faut le faire en ayant aussi le souci de mettre de l'argent, de mettre des moyens sur la prévention. Il est bon, le bilan de ces 5 ans oui, je le en crois. matière de santé? Je crois, parce que nous sommes partis d'un déficit annuel justement qui était de l'ordre de 20 milliards. Nous l'avons réduit régulièrement. Il reste encore, évidemment, cette année, il était de l'ordre de 3 milliards, mais il y a eu des efforts très significatifs qui ont été faits, qui ont été demandés. Il faut continuer, il faut revenir. Normalement, on devrait être à l'équilibre en 2017, je le souhaite en tout cas. Et il faut continuer ce travail, c'est nécessaire pour les générations futures, mais en même temps, il faut savoir réorienter parfois. Et donc, il faut savoir tenir compte de la situation. La situation, c'est que aussi il y a beaucoup de progrès chaque année. Donc, tenons-en compte, sachons réévaluer. Et puis, il faut tenir compte de l'évolution de notre société. Encore une fois, on vieillit plus longtemps. Donc, on vit plus longtemps, pardon. Donc, forcément, on a de nouveaux accompagnements à avoir. Il y a aussi une volonté de nos concitoyens d'être bien pris en charge partout dans les territoires. C'est une problématique majeure. On parle souvent d'inégalité sociale entre nos concitoyens en matière de santé. C'est vrai, c'est une réalité. On n'a pas la même espérance de vie selon les catégories sociales et selon les lieux où l'on vit. Mais il y a aussi une véritable inégalité territoriale, puisque certains vivent dans des zones très denses d'un point de vue démographique et très dense d'un point de vue de la présence des médecins, et puis d'autres vivent malheureusement dans des territoires plus éloignés. Et donc là, il faut que nous puissions trouver des solutions. Mais moi, je ne suis pas très favorable, je l'ai dit à plusieurs reprises, à des solutions coercitives. Je crois que ce sont plutôt des solutions dans le dialogue qui nous permettront d'avancer. Puisque notre système de santé est fondé sur 2 piliers, la liberté de choix de son médecin et la liberté d'implantation du médecin. Donc si on veut revoir un de ces 2 piliers, ça doit forcément faire l'objet de concertation, de discussion, de dialogue. Et moi, je ne suis pas pour les solutions coercitives. Je crois qu'il faut que nous soyons capables, ensemble, les uns les autres, de trouver des solutions pour donner envie à des médecins de s'installer, compenser quand ils ont des pertes de rémunération, inciter aussi peut-être les malades à consulter plus dans la proximité, quand il y a un médecin qui peut répondre à leurs demandes. Voilà, ça se négocie. Et je crois qu'il y a une maturité, une capacité de nos concitoyens à travailler sur ces questions. Ces idées-là, vous voulez les porter lors d'un second mandat ? Je serai toujours mobilisée sur les questions de santé, quelle que soit la place qui sera la mienne, en tant que citoyenne, investie dans les associations, en tant qu'élue. Vous n'avez pas encore fait votre choix? Non, c'est pas. Je suis aujourd'hui mobilisée sur ce que je fais, c'est surtout l'essentiel. Et je continue, y compris durant les jours qui viennent de se passer. Vous l'avez sûrement vu, sur les questions des prix du médicament. Je me suis exprimée la semaine dernière, puisque nous avons vu baisser le prix du traitement pour l'hépatite C. C'est un combat que je mène depuis 4 ans. Je me suis aussi beaucoup mobilisée sur les questions de prise en charge des personnes âgées, notamment de la maladie d'Alzheimer. Je me suis aussi exprimée très récemment sur cette question. Voilà, donc je reste d'abord une citoyenne engagée sur ces questions, une élue très impliquée sur ces questions, et si je peux continuer, c'est avec plaisir que je le ferai. Surtout que sur votre circonscription, la 4e circonscription, à droite, ça se passe pas terrible, c'est-à-dire qu'elles sont 2, l'UDI, Christelle Favetas-Seyès, et la Républicaine, Alexandra Turnard. Ça vous est plutôt favorable? Oui, mais vous savez, moi, je ne suis pas... c'est pas ce qui m'intéresse en soi. Ce que je constate, c'est que les 2 sont aujourd'hui derrière le candidat républicain, ce qui ne manque pas de m'interroger personnellement. Voilà, c'est parce que je fais partie de celles et ceux qui ont un regard très critique et sur son programme et sur son attitude. Son attitude, justement, vous y avez réagi d'une façon... pour parler clairement, vous avez mis vos comptes parlementaires sur votre site internet au moment de l'affaire Fillon. C'était important d'être dans la transparence à ce moment-là? Moi, ce qui m'est apparu comme fondamental, au moment où toutes ces révélations se sont faites, à la fois sur l'utilisation de son crédit collaborateur, sur l'indemnité qui nous est donnée pour nos frais représentatifs de mandat,
Voilà, ce qui me semblait important, c'est que j'entendais beaucoup de gens qui disaient c'est tous pareil, c'est tous. Donc c'était important de dire aux gens non, ne mettez pas tous les parlementaires dans le même sac, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà, je vais vous dire à quoi servent ces enveloppes qui nous sont données, ces enveloppes financières qui nous sont données, et comment personnellement, voilà, je travaille avec des équipes qui sont dans ma circonscription, comment elles sont rémunérées. À quoi sert ce qu'on appelle l'IRFM et pourquoi ça me semble important de réformer surtout ce qui doit nous mobiliser aujourd'hui. Et je crois, et je le dis, il faut vraiment que dans la prochaine législature, un des premiers textes sur lesquels les députés soient saisis soit un texte de moralisation de la vie publique et de clarté par rapport au travail de parlementaire. Nous subissons ce qui se passe depuis des semaines. C'est difficile d'être parlementaire aujourd'hui ? Je ne dis pas que c'est difficile d'être parlementaire, je dis que beaucoup de collègues parlementaires comme moi, nous aspirons à ce qu'il puisse y avoir transparence, clarté, et pour que les choses vis-à-vis de nos concitoyens soient claires et que nous ne pensions pas que les choses sont les mêmes partout. Non, il y a des parlementaires qui font leur travail, qui sont transparents par rapport à l'argent public, parce que c'est de l'argent public. Et je vous propose, et je le dis très sincèrement, je crois que c'est normal que nous puissions publier. Moi, je publie depuis longtemps ce que l'on appelle la réserve parlementaire, c'est-à-dire cette somme de 130 000 euros. Pour mon groupe, c'est 130 000 euros par parlementaire que nous pouvons allouer à des associations ou à des collectivités qui ont des projets sur nos circonscriptions. Depuis le début de mon mandat, je publie chaque année et je crois que c'est normal. De la même manière, si nous avons des collaborateurs, et je l'ai écrit, et je suis vraiment sur ce point convaincue qu'il ne faut pas recruter des personnes de son entourage et de sa famille. Oui, vous n'embauchez personne de votre famille. Je n'embauche personne de ma famille, mais au-delà de ça, je considère, si vous voulez, que vous n'avez pas la même relation avec quelqu'un de votre famille qu'avec vos collaborateurs. Et comme c'est de l'argent public, c'est encore plus important, me semble-t-il, que nous affirmions avec force cela. Et le Parlement européen le fait. Je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas en capacité de le faire. Un mot, vraiment, parce que le temps tourne. S'il y a deuxième mandat, ce sera sous l'étiquette socialiste ou l'étiquette En Marche ? Écoutez, je ne suis pas sur cette discussion actuellement. Ce qui est sûr, c'est que, je l'ai dit, donc voilà, je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles je le ferai. C'est un peu long, mais si vous voulez, je peux les détailler non, ça ici. risque de râler en régie. Voilà. Mais je me suis déjà exprimée sur cette question. Et ensuite, si je peux être utile, je le ferai. Mais vous savez, on peut porter des idées socialistes sans être investi ou membre du Parti socialiste. Mais c'est mon parti, j'en viens, et je ne renie ni mon appartenance au Parti socialiste, ni le bilan que j'ai eu avec les gouvernements de François Hollande au cours de ces 5 dernières années. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de la Place de l'Info. Merci Thierry. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau petit point météo dans la Place de l'Info. Passez une très belle soirée.